Bonjour, bienvenue dans le module 7. Ce module est destiné à vous apporter quelques compléments en termes de dispositifs de formation. Dans un premier temps, nous allons voir comment faire des vidéos, en tout cas quels sont les grands éléments clés, les grandes erreurs à éviter lors de la réalisation de vidéos. Nous allons dans un premier temps identifier les principes généraux qui prévalent à la réalisation d'une vidéo et qui doivent être pensés en amont du tournage de cette vidéo. Premier élément, la vidéo doit être construite comme un élément d'apprentissage interactif. Bien que l'apprenant va être nécessairement passif devant votre vidéo, il faut que vous commenciez à concevoir un texte explicatif qui lui permette d'identifier les difficultés et les attentions particulières qu'il devra porter lorsqu'il visionne ces images. Cela peut être par exemple sur un examen de bilan. Prenons l'exemple d'un examen sportif courant sur un tapis roulant. La voix off pourra spécifier quelles sont les articulations et les points particuliers que l'apprenant doit fixer sur la vidéo de manière à avoir un meilleur niveau de performance dans l'analyse de la course à pied. De la même manière, si vous êtes sur une vidéo montrant un geste de manipulation d'une articulation, la voix off devra préciser les éléments anatomiques sur lesquels sont positionnées les mains du kinésithérapeute et les éventuels rétrocontrôles qu'il devra faire pour vérifier le bon positionnement de ses doigts. Le deuxième élément qui doit être pensé dès la constitution des vidéos, c'est la contextualisation. Là encore, au-delà du film qui va être réalisé, il va falloir essayer que l'apprenant puisse s'approprier les images de la vidéo, les intégrer dans une pratique possible qu'il va envisager et lui donner des pistes pour pouvoir adapter ce qu'il a vu à l'image à d'autres situations. Donc là encore, c'est souvent par le biais de la voix off que vous pourrez donner soit des précautions, soit des conseils en cas de situation particulière. Ces situations peuvent être, comme figuré sur la diapositive, des cas pathologiques particuliers dans un cas de rupture ou simplement des situations de sensations particulières sous les doigts du thérapeute qui vont nécessiter une adaptation de ce dernier. Plus les exemples et plus les explications seront contextualisées, plus ça facilitera pour le sujet sa mémorisation, son appropriation et son transfert dans d'autres situations de soins. Il faut également faciliter le visionnage et le revisionnage des vidéos. Dit autrement, il vaut mieux faire des vidéos très courtes sur un seul geste technique plutôt que de réaliser une vidéo sur laquelle un grand nombre de gestes vont être démontrés. Cela aura deux intérêts. Un intérêt très pratique pour vous tout de suite, c'est que si jamais vous loupez votre film, vous n'aurez qu'un petit film à refaire. Si la technique évolue, là aussi, vous n'aurez qu'une toute petite capsule vidéo à refaire, ce sera d'autant plus rapide. Donc ça, c'est la version très égoïste pour vous, mais il y a aussi un intérêt pédagogique cette fois-ci, c'est qu'il va être moins contraignant et plus facile pour l'apprenant de décider de visionner à nouveau une capsule vidéo qui est très courte. Imaginez-vous, si vous avez à revisionner une capsule de 20 minutes dans laquelle en fait un geste de 2 minutes vous intéresse, il y a plus de chances que vous renonciez à visionner tout le film que si par une arborescence très construite, vous avez une liste de gestes techniques auxquels vous pouvez accéder avec des vidéos très courtes de 1 minute à 2 minutes maximum. Donc idéalement, multipliez des vidéos courtes, mettez des liens
dans vos diaporamas avec les vidéos ou dans vos tutoriels, de manière à encourager l'apprenant à visionner plusieurs fois ces vidéos. Alors maintenant, passons aux aspects pratico-pratiques de la réalisation d'une vidéo. Même si vous ne tournez pas dans la visée d'obtenir un prix au Festival de Cannes, il va falloir néanmoins réaliser un script très précis, même pour une seule minute de vidéo, à partir du moment où il va falloir filmer la même situation selon différents plans. C'est pour ça que très généralement, il est conseillé de faire un storyboard qui précise la durée et l'usage des différents plans. Donc la même technique pourra être vue du côté du patient, vue du côté du thérapeute, vue du côté médial, du côté latéral. Enfin, nous pourrions multiplier les exemples. Il va être important d'enchaîner ces différents plans, des plans centrés, des plans plus larges, de manière à ce que l'apprenant puisse situer les choses. Il faut anticiper l'enchaînement de ces plans de manière à ce que la séquence de tournage puisse se faire idéalement en un seul bloc. Cela vous facilitera la tâche. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire une vidéo puisque la majorité des smartphones permettent l'enregistrement vidéo en haute définition, voire en 4K. L'utilisation d'appareils photo peut néanmoins être intéressante puisque ces appareils ont aussi maintenant une capacité de réalisation de vidéos et permettent généralement d'avoir un meilleur confort en termes de luminosité et en termes de profondeur de champ. L'utilisation d'un micro-cravate est très clairement un plus, notamment si vous avez besoin de faire parler le sujet qui va être visionné. Faites attention au bruit de fond, faites attention aux images de fond et parasites qui peuvent déconcentrer le sujet qui va vous visionner a posteriori. Donc idéalement, nettoyez au maximum la salle de tout objet parasite et ayez le fond le plus neutre possible, ou en tout cas symboliquement cohérent avec la réalisation de votre acte technique ou de vos gestes. Nous allons voir ici quelques règles de cadrage, bien que ce ne soit pas de la photographie. La composition vidéo respecte les règles, et notamment les règles des tiers, issues des règles d'or des peintres classiques. Comme vous le savez vraisemblablement, la règle des tiers consiste à découper l'image en 3 parties horizontales et 3 parties verticales. Au croisement de ces lignes se trouvent les 4 zones de force de l'image, les zones où le regard se porte le plus naturellement. Il est important de penser préalablement au plan de coupe, puisque c'est ces plans qui donneront du rythme aux vidéos. Ils vont être très utiles lors d'interviews et pour éviter des monologues en plan fixe. Par exemple, si vous interviewez une personne qui se trouve face à la caméra et qui présente la situation d'un dialogue thérapeutique, cela peut paraître ennuyeux. Avec des plans de coupe, cela change tout. Filmez la personne pendant l'interview, essayez même de changer le cadre et de tourner, pourquoi pas, avec 2 caméras pour varier les plans. Si vous observez bien les émissions à la télé, les plans de film et les plans de caméra changent toutes les 10 à 15 secondes maximum. Filmer un dialogue est un cas particulier qui peut être intéressant dans le cadre d'enseignement en kinésithérapie. Dans ce cas, il va être nécessaire d'appliquer ce qui est appelé la règle des 180 degrés. L'idée de cette règle est de créer une sorte de symétrie logique entre les protagonistes. La scène avec les 2 interlocuteurs face à face va donc être coupée en 2. Les caméras ne vont être situées que d'un seul côté de cette ligne, de manière à faciliter la lecture des vidéos par les apprenants.
Toujours dans ce cas particulier, pour faciliter le repérage dans l'espace, il peut être intéressant de laisser apparaître de dos l'un des interlocuteurs. Cela permet à celui qui visionne la vidéo de situer immédiatement la position des caméras et de comprendre l'interaction entre les deux personnages. Pour ce qui concerne les vidéos, soyez perfectionniste. Si cela est nécessaire, comme au cinéma, recommencez le tournage de la scène. C'est aussi l'intérêt de prévoir des scènes très courtes. N'hésitez pas à tester différentes situations, différentes lumières, différents angles de vue, à répéter les manœuvres, notamment les manœuvres techniques, particulièrement si elles sont complexes. Si vous avez à filmer un sujet en mouvement, il est usuel d'utiliser un cadre qui va permettre de voir vers où le sujet se déplace. Mais il peut être intéressant, dans certains cas, de voir d'où le sujet vient. Par exemple, s'il vient de descendre un escalier ou s'il vient de passer un obstacle. Deuxième partie. Nous allons voir quelques règles pour faire un chat. Il faut fixer, dans tous les cas, ce qu'on appelle la netiquette, c'est-à-dire la règle de courtoisie, de manière à ce que les échanges, parfois abrupts, ou en tout cas très succincts qui vont se produire par le biais du chat, se fassent dans un bon esprit. Il faut fixer le cadre et l'objectif de ces échanges. Est-ce simplement lever les points difficiles? Est-ce pour avoir des approfondissements? Est-ce pour faire le lien avec les références bibliographiques? Il faut fixer ces règles pour éviter que la discussion parte dans tous les sens. Il faut déterminer quels sont les membres qui peuvent participer et quel est le cadre dans lequel ça doit être réalisé. Est-ce que tous les membres peuvent répondre à tous? Une foire aux questions, où chacun tente de répondre. Ça peut être un modèle pédagogique intéressant dans lequel le formateur reste un modérateur. Dans ce cas-là, ça permet aux apprenants de créer des liens entre eux, d'apprendre à résoudre des exercices ou des problèmes en mettant en commun leurs compétences. Cela peut aussi être un chat simplement avec le formateur. Dans ce cadre, il va falloir en fixer l'heure et la durée pour éviter d'être sollicité 24 heures sur 24. En résumé, si vous choisissez de compléter vos modules de formation par de la vidéo, préparez minutieusement chacune des séquences. Préférez plusieurs séquences ou capsules vidéo courtes à une seule. Ne pas dépasser 3 minutes pour une vidéo, c'est aujourd'hui le maximum. Enfin, travaillez vos cadrages. Pour les chats, fixez la netiquette et les règles d'utilisation. La vie en sera facilitée tant pour vous que pour les autres formés. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre module.